Bonjour à tous. Bonjour Jean-Yves Espier. Bonjour Estelle, bonjour à tous, bonsoir même. Bienvenue dans cette webconférence où nous allons pouvoir aborder avec l'un des astrologues les plus appréciés et les plus érudits, les plus aboutis de notre génération, qui a réalisé plus de 20 000 thèmes astro dans sa carrière, une carrière qui a débuté il y a plus de 30 ans. Vous avez sûrement vu Jean-Yves dans les médias, que ce soit dans des magazines tels que le magazine Elle, quand vous lisiez votre horoscope aussi dans le Télé 7 jours, ou bien que vous écoutiez Radio Énergie, parmi d'autres médias dans lesquels vous êtes très présent. Eh bien, dans cette rencontre qui va durer 1 heure, je vous propose d'observer les clés astrologiques avec Jean-Yves qui vont favoriser, vous permettre de retrouver ou bien de vous assurer d'une certaine entente, harmonie amoureuse avec votre conjoint, conjointe. Ce que j'aime le plus, c'est effectivement comprendre les fonctionnements et les compatibilités. C'est vraiment, quand on me demande des choses, si vous avez idée, vous n'avez pas idée. On me demande parfois des chiffres pour gagner au loto, on me demande quand est-ce que je vais rencontrer le prince charmant. Il y en a même qui me demandent, vous pouvez pas me donner son adresse. Donc je reçois des trucs assez étonnants en général. Mais là où ça devient un peu plus cohérent, et ce que je prends, parce que du coup je ne prends que ça en rendez-vous, ce sont des profils qui ont déjà une visibilité ou un couple ou une construction ou une rencontre, parce qu'on a du matériau qui nous permet de mettre en adéquation des profils. Et l'astrologie est un outil absolument étonnant pour ça. Pourquoi ? Parce qu'à travers deux cartes du ciel natales, bien évidemment, il faut intégrer le contexte, l'environnement, le milieu socio-culturel. Il y a un tas de paramètres qui sont additionnels, c'est multifactoriel. Mais si l'on pose déjà 2 cartes du ciel en adéquation, on a un tas d'informations concernant les endroits où on va être compatible naturellement, mais également les zones sur lesquelles on risque d'avoir des frictions et des frottements. C'est ça qui est intéressant. Après, il y a des rencontres magiques. Et je vais vous donner une clé. Si un jour vous tombez sur quelqu'un, il y a un site qui s'appelle Astrothème. Ils font des cartes du ciel gratuites. Moi, je ne les connais pas plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que leurs calculs sont bons. Et quand on monte les cartes du ciel et qu'on les a en visuel, si un jour, quel que soit votre signe solaire, vous soyez Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, qu'importe. Ça, c'est pas la problématique. La problématique, c'est de savoir, par exemple, où est la lune de l'autre. Parce que si vous êtes Bélier et que vous tombez sur quelqu'un qui a la lune en Bélier, il va y avoir un truc qui va matcher, ça va être redoutable. Alors, on l'appelle comme on veut, les rencontres parfois, il y a des noms un peu bizarres, rencontres karmiques, tout ce qu'on veut. Bon, je ne suis pas du tout dans ces trucs-là, je suis hyper pragmatique, mais ce dont je suis convaincu, c'est que quasi systématiquement, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui avait une condition solaire, quel que soit son signe solaire, son signe de l'horoscope, son signe, tout simplement, son signe astral, et que le partenaire avait la lune dans le même signe, et ben c'était un truc absolument bluffant, étonnant, d'attirance intuitive, quasiment épidermique. C'est le premier truc qui saute aux yeux quand on voit ça. Voilà. La lune, c'est ce qui va faciliter des humeurs un peu sur la même longueur d'onde ? Oui, alors pour avoir, j'aimerais bien que chacun ait, j'aimerais vous ramener sur ma grille de lecture. J'ai une approche de l'humain, je n'ai rien inventé, j'ai fait que recouper des travaux de gens beaucoup plus intelligents que moi qui nous ont permis d'arriver à ce raisonnement-là. Qu'est-ce que ça donne dans le concret ? Lorsque j'aborde une carte du ciel, je pratique ce que Freud appelait la fragmentation tripartite de l'esprit. Ça a l'air sauvage, dit comme ça, vous allez le voir, c'est hyper simple. Freud, il est parti d'un postulat tout ballot. Il consistait à faire une analogie entre un individu et une maison. Un individu et une maison, ça a l'air simple comme ça, vous allez voir. Une maison faite en 3 séquences, 3 parties. Le toit de la maison, le corps central de la maison et la cave de la dite maison. Le toit, on va dire que c'est ce qu'on voit de loin. Le corps central, c'est là où se passe toute la vie consciente. Et la cave, c'est là où on accumule toutes les expériences, tout le passif émotionnel. C'est notre histoire, en fait. Et cette fragmentation tripartite, il lui a donné un champ sémantique qui était le suivant. Il a appelé ça, respectivement, le surmoi, le moi et le ça. Le surmoi, le moi et le ça. Vous prenez les mêmes, mais vous les appelez l'ascendant, le soleil et la lune. Tout ça pour en venir à une chose très simple. Lorsqu'on rencontre quelqu'un,
on découvre l'ascendant de quelqu'un. L'ascendant, c'est le reflet de toutes les injonctions éducatives conscientes. Qu'est-ce que sont les injonctions éducatives conscientes? Ce sont tout ce qu'on entend de façon redondante depuis qu'on est petit, à savoir dis bonjour, dis merci, dis au revoir, tous les automatismes en fait qu'on acquiert pour créer le lien social, pour vivre avec les autres, les codes sociaux, le surmoi, l'ascendant, c'est l'image projetée. Donc c'est complètement tributaire de l'environnement émotionnel, familial dans lequel on est, mais celui-là, il est extrêmement conscient. Dis bonjour, dis merci, dis au revoir, c'est très clair et carré. Lorsque vous connaissez quelqu'un mieux, vous passez le cap de ce mécanisme de coordination, de vie en collectivité, vous découvrez le gros morceau d'une carte du ciel qui est incarné par la position du soleil, le fameux signe de l'horoscope, tout simplement. Le soleil nous donne un champ de réalisation conscient dans la vie. C'est ce qu'on veut réaliser. Pour faire simple, si vous êtes feu, bélier, lion, sagittaire, il y a plus de tonicité, de vie, de vitalité. Si vous êtes terre, taureau, vierge, capricorne, il y a plus d'objectifs concrets, pratiques, pragmatiques. Si vous êtes air, là, on va lâcher prise sur l'autorité du feu, sur l'emprisonnement de la matière pour être dans le conceptuel, dans la liberté, dans l'humain, dans le relationnel. Et si vous êtes eau, vous avez des mécanismes beaucoup plus dans l'affect, dans le ressenti, dans le feeling, dans le besoin de se synchroniser d'un point de vue purement émotionnel. Déjà, j'ai 4 catégories qui s'ouvrent au niveau de tout, en fait. Donc, soleil, c'est qu'est-ce que je veux dans la vie en priorité. Et puis enfin, quand on connaît très très bien quelqu'un, on va être confronté à ces mécanismes les plus profonds, parce qu'on aura passé le cap du paraître, en quelque sorte, on aura identifié ses objectifs de réalisation personnelle, et on va se retrouver confronté dans une relation plus intimiste, plus à proximité, et on va être connecté à la lune. La lune de l'un fait écho à la lune de l'autre. Et donc, quand on vit avec quelqu'un, on vit avec sa lune. On le rencontre, je résume, on découvre son ascendant, je vous en prie, après vous, mais je n'en ferai rien, on peut le raffiner à l'infini, ça c'est formidable, au contraire même. Le soleil, c'est je veux plutôt aller dans tel axe, en toute conscience dans l'existence, et la lune, c'est comment je fonctionne au niveau émotionnel. Donc, à chaque fois, on aura une séquence qu'on va mettre en parallèle pour voir ce qui fonctionne, bien ou pas. Et puis, il y a des profils qui peuvent s'harmoniser. On voit des couples qui sortent ensemble. S'ils ont des ascendants compatibles, ils vont être... ça va être le couple modèle, en quelque sorte. Lorsqu'on va les voir chez des amis, on va les voir ensemble, ils vont être à peu près synchronisés de façon homogène. Mais si les soleils sont en carré, en conflit, en opposition, c'est dans les enjeux de vie où ils vont pas être d'accord. Et l'inverse aussi. Et si les lunes sont convergentes dans des signes qui sont heureux, ça se passe bien dans la vie de tous les jours, mais si c'est pas le cas, ça se passe moins bien. Tiens, prenons un exemple dans le concret. Vous me prenez un interlocuteur numéro 1 qui a une lune en bélier. La lune, c'est l'instinct, c'est le quotidien. Bélier, c'est l'action. Et vous me mettez l'autre qui a la lune en cancer. Lui, il aime bien être tranquille. Il faut qu'on lui parle avec douceur. Il faut qu'on prenne le temps. Il faut qu'on lui laisse ces temps d'assimilation émotionnelle. Et il y a un carré entre les deux. Et ce carré entre les deux, ça se traduit par un quotidien qui est pas zen, quoi, tout simplement. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant quand on met en relation, en adéquation, 2 cartes du ciel. Et ce système de mise en parallèle fonctionne sur toutes les séquences. Quand on essaye de mesurer la compatibilité de 2 personnes, on va mettre les ascendants en parallèle, les soleils en parallèle, les lunes en parallèle, et puis après ça se complique un peu, mais ça reste quand même relativement accessible. On va mettre les mercures en parallèle. Par exemple, Mercure, c'est la communication. C'est un outil extrêmement important dans une carte du ciel. Si Mercure, par exemple, est en signe de feu chez l'un, j'en ai un qui a un Mercure en Lion, donc quand il Mercure en signe de feu, ce sont des Mercures qui s'expriment avec fougue, avec élan, et puis parfois ils peuvent se convaincre eux-mêmes de la force de conviction qu'ils affichent en fonction de l'écho qu'ils ont en retour. Si personne compte, ils se disent j'ai raison dans mon raisonnement, ils vont droit au but, ils vont à l'essentiel. Et si de l'autre côté j'ai un Mercure, je sais pas moi, en Taureau par exemple, Mercure Taureau, il faut lui parler doucement, si on lève le ton, il se renferme comme une huître, il n'y a plus rien à en tirer, c'est un blocos le truc. Donc on dit le feu brûle la terre, le feu brûle la terre. Et combien de fois j'ai vu ça dans des comparaisons de profils. Il y en a un qui va dire mais moi il m'entend pas, alors je force, dit mon signe de feu, et puis l'autre il dit mais il arrête pas de m'engueuler, c'est pas possible, donc je suis complètement hermétique à l'échange. Après on fait ça avec Vénus, vous avez des Vénus béliers qui sont très passionnelles, qui sont très hussardes même parfois, et puis vous avez des Vénus capricornes qui elles sont beaucoup plus lentes avant de se déployer, qui ont besoin qu'on prenne le temps de les apprivoiser par exemple. Et bien là aussi on va avoir des schismes, mais à l'inverse.
de Vénus en signe de Terre vont se trouver tactilement, naturellement. Et ainsi de suite. Et on fait ça avec toutes les planètes. OK ? Donc, rencontrer l'autre, c'est s'apprivoiser, où il y a vraiment des cas de figure où est-ce qu'il y a des cas de figure où c'est peine perdue par rapport à certains aspects? Est-ce qu'il y a vraiment des aspects qui sont vraiment où les personnes ne peuvent absolument pas imaginer vivre ensemble, par exemple, alors, c'est pas se côtoyer au quotidien? Mais oui, mais absolument. Alors, il y a le cas de figure le plus flagrant, c'est il y a un bouquin qui a été fait là-dessus que j'adore. C'est un bouquin d'un type qui s'appelle Günther Sachs. Alors, on a oublié maintenant qui est Günther Sachs, sauf ceux de ma génération. C'est un ancien mari de Brigitte Bardot. Il nous a publié un bouquin sur les compatibilités dans un tas des dizaines de cas de figure. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour avoir des infos en Suisse, je pense, sur le nombre d'accidents, le nombre de divorces. Il est formidable, ce bouquin. Il est vieux comme Hérode, mais il est formidable. Et il a laissé apparaître qu'il y a des couples qui fonctionnent moins bien, mais c'est une variable statistique. Ça varie sur 10, 15, 20%, mais ce qui est déjà énorme. Hein. Donc, sous couvert, avec la réserve de l'environnement, d'un tas de paramètres, il y a quand même des trucs qui marchent moins, quoi. Les relations, par exemple, Bélier-Capricorne, statistiquement, ça marche moins que la moyenne. Les relations Bélier-Lion non plus, ça marche pas. Alors, vous allez me dire, j'ai cité 2 fois Bélier, le Jean-Yves. Donc, alors, est-ce qu'il y a des signes plus faciles à vivre que d'autres ? Peut-être, qui sait. Hein. On peut dire que les profils dominants vont davantage occuper l'espace. Par exemple, il y a des signes dominants. Qu'est-ce que ça va être les signes dominants ? C'est des signes gouvernés par le Soleil, l'ego, ou Mars, la volonté, l'affirmation, la capacité à retrousser les manches pour être dans l'offensive. Alors, les signes, entre guillemets, dominants vont être d'abord les signes de feu, surtout Bélier, Lion. Et les signes qui sont capables d'aller à l'affrontement, il y en a 2 autres, sont les signes où Mars, la planète de l'action, gouverne, c'est Scorpion et Capricorne. Quand on a affaire à un Bélier, un Lion, un Scorpion, un Capricorne, on a globalement affaire, statistiquement, encore une fois, il faut toujours être mesuré dans le propos, à des profils qui sont davantage construits pour prendre de l'expansion dans tout ce qui touche, et bien évidemment sur le plan relationnel, ça va avec, qui vont plus vite à l'affrontement, à la confrontation. Et donc, si vous mettez 2 tempéraments de ce type-là ensemble, on dit il n'y a jamais 2 coqs dans la même basse-cour. L'image est simple, mais elle est parlante. C'est-à-dire que 2 tempéraments forts, on risque de se bouffer le nez. Voilà. Et puis, il y a des combinaisons plus faciles que d'autres. Par exemple, les signes de feu, statistiquement, encore une fois, à pas gravé dans le marbre, les signes de feu fonctionnent mieux avec les signes d'air. Quand vous mettez, je sais pas moi, un lion, il va plus s'entendre avec un gémeau, une balance, même un verseau en face, plutôt qu'avec un taureau ou un scorpion. Voilà, parce qu'il y a le jeu des influences entre les signes. Feu et air, ça match bien. À chaque fois que vous aurez un signe de feu, par exemple, il aura ou à 60 degrés sextile ou à 120 degrés trigone, ou un autre signe d'air ou un autre signe de feu, sauf l'opposition, mais là c'est une complémentarité. Est-ce que tu peux rappeler quels sont les signes de, même si là, bon, juste oui, pour pouvoir absolument. mieux rentrer dans ton explication, quels sont les signes de feu et d'air, vu que c'est un bon match? Absolument. Alors les signes de feu, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Voilà mon signe de feu. Mes signes d'air vont être Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà des combinaisons qui matchent mieux au niveau, pour l'instant on est dans les conditions solaires, mais ce que j'évoque sur les conditions solaires marche aussi pour les ascendants, pour les lunes, pour les mercures, pour les Vénus, pour les Mars, pour les Jupiter, pour les Saturnes, pour tout. Après les autres elles sont tellement lentes qu'en général, quand on arrive à des planètes comme Uranus, Neptune et Pluton, quand on sait que Uranus fait son tour en 84 ans, en général il y a de fortes chances qu'il soit dans le même secteur. Neptune, il fait son tour en 165 ans. Donc, avant qu'il change de signe, c'est pas de bol, mais c'est tous les 15 ans, en gros, qu'il change de signe, tous les 12 ans, je crois. Et Pluton, qui fait son tour en 250 ans, quand on se le tape, il fait un signe tous les 20 ans, pour faire court. Donc, on a les lentes, on les met un peu de côté. Mais gardons à l'esprit, raisonnons par étapes, qu'on arrive à synchroniser les éléments feu et les éléments air avec plus de facilité. Comme ça. Et sur le même registre, les éléments terre et les éléments eau s'entendent mieux. Les éléments terre, c'est taureau, vierge, capricorne. Les éléments eau, ce sont les éléments cancer, scorpion et poisson. Là, on aura naturellement une synchronisation. La Terre, qui est extrêmement pragmatique, va se nourrir de l'élément eau, qui, elle, est beaucoup plus intuitive et imaginative. Et l'élément eau, si il est trop haut, il est trop dans le nébuleux, dans le flou, dans l'abstraction, et l'élément terre est là pour le rationaliser, pour le rendre pratico-pratique. Voilà, ça marche bien tout ça.
Alors, je me mets dans la peau d'une personne qui est célibataire et qui s'apprête, qui souhaite faire des rencontres. Voilà. Alors, dans les speed dating ou dans n'importe quelle occasion de rencontre, parfois les gens échangent leur signe astrologique. Imaginons qu'une personne souhaite s'assurer qu'elles vont être vraiment sur la même longueur d'onde, en tout cas que ce ne sera pas un cas difficile. Quels sont les premiers points à observer par rapport au thème astral de l'autre? Qui peut aussi aller sur AstroThème pour faire son thème gratuit. Ah bah ça c'est le mieux, hein, c'est vraiment voir les deux cartes du ciel et repérer. Mais déjà, si on a une vision vraiment pas empirique, mais qui intègre des éléments réalistes et concrets et pratiques. Moi, je suis un signe de terre, toi aussi, on aime bien les choses concrètes et pratiques. L'idée, c'est que l'ascendant, c'est le premier des repères. C'est le premier, parce que c'est tout ce qu'on appelait le reflet des injonctions conscientes éducatives que j'évoquais tout à l'heure. Donc l'ascendant va donner le ton, déjà. Si vous avez il y a des ascendants qui portent chance, attention à ce que je vais vous raconter maintenant. Il y a des ascendants qui portent chance et d'autres qui portent moins chance. Je vous explique, je génère la tête. Par rapport à l'amour, précisément, tu vas voir, parce que là, on est dans le mécanisme d'amorce relationnel. On est dans la première image qu'on va projeter, bonjour, je vous en prie, allons prendre un verre, un thé, un café, ce que vous voulez, allons rester ensemble, et éventuellement plus tard, plus chez Infinité, mais il faut bien créer la première connexion. On en était à ça, le premier repère. Et le premier repère, c'est l'ascendant. Vous avez, disais-je, des ascendants qui portent chance. Pourquoi est-ce que ce sont des ascendants qui portent chance? Parce que quel est le job de l'ascendant? C'est de créer au plus vite un contact qui va tendre à l'apaisement pour qu'on se relaxe, pour qu'on se détende. Donc si vous avez un ascendant dans des signes doux, que ça soit taureau, que ça soit balance, que ça soit, j'aime bien ces deux-là, parce qu'ils sont gouvernés par Vénus, que ça soit Sagittaire, gouverné par Jupiter, que ça soit Poisson, parce qu'il y a une délicatesse infinie. Déjà... Cancer. Cancer aussi, mais Cancer a une notion de réserve, de retenue, de timidité, souvent de pudeur chez l'ascendant Cancer. Mais oui, dans l'absolu, il serait dans cette même logique-là. Donc, avec un ascendant doux, vous allez projeter de vous une image plus consensuelle, plus apaisée, plus douce, plus bienveillante, plus arrangeante, plus paisible. À l'inverse, si vous avez un ascendant Bélier, Scorpion, Capricorne, donc les trois signes gouvernés par Mars, vous risquez de projeter de vous une image beaucoup plus offensive, tranchante, exigeante, intrusive, piquante, cinglante. Et donc, ça ferme une porte sur deux. Voilà, c'est tout bête, hein. Donc, si on le conscientise, on peut limiter l'impact de ça en ayant à l'esprit que le premier rôle d'une connexion à l'autre va pas être de chercher la limite, de ne pas lui rentrer dans l'art comme on a ça en Bélier, de ne pas le regarder avec des yeux comme si on allait le tuer s'il dit un truc qui ne vous plaît pas qu'un ascendant Scorpion, ou d'être froid comme un glaçon avec un ascendant Capricorne. Après, les ascendants air ont aussi leurs avantages. Là, sur la balance, on gagne sur les deux tableaux. Un ascendant Gémeaux, c'est un caméléon, le truc. Ascendant Gémeaux, il vous rencontre 10 personnes par soir si on le lâche dans la nature, dans des soins de répétition. Parce que c'est un clown, l'ascendant Gémeaux. Il est fun, il rigole, il se connecte, il dit « Ah, moi aussi !» Hop, 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 il se pointe. C'est un bonheur, ascendant Gémeaux. Ascendant Verseau aussi. Ascendant Verseau, vous avez tout de suite l'impression que c'est un copain que vous connaissez depuis 10 ans. Puis ils ont des bouts sympas. Enfin, oui, il y a vraiment des morphotypes ensuite qui se croisent. C'est hyper subtil. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est la première approche dans une rencontre. Donc vous n'aurez qu'une information fragmentée qui est le reflet, encore une fois, de la séquence ascendant. En tout cas, ça évitera de fermer les portes et donc ça laissera le temps d'en découvrir davantage. Absolument. De faire connaissance. C'est très très bien de le raisonner comme ça. Parce que donc l'ascendant, c'est trompeur en fait. Parce que faites bien le distinguo entre l'ascendant qui est le reflet de l'éducation consciente, et puis vous aurez la lune qui est le reflet des injonctions éducatives inconscientes. Ce que veulent les parents, ils ne le disent pas toujours, c'est induit, vous voyez. Donc ça, c'est la lune. Et au milieu, vous avez la condition solaire qui est le maître du jeu, le chef d'orchestre, qui lui, la condition solaire, qui est l'objectif vers lequel on tend. Et quand j'entends, il paraît que je dois devenir mon ascendant après 40 ans, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Pourquoi ça me fait de la peine? Parce que ça veut dire qu'on a loupé sa réalisation solaire. On a loupé le code. On a fini par se, entre guillemets, planquer derrière l'ascendant qui est l'image qu'on projette de soi.
On n'a pas fait la segmentation entre les deux univers de l'image projetée et de l'objectif réel. Alors parfois, vous avez des profils qui sont du même signe que leur signe ascendant. Alors là, c'est plus facile, une chance sur 12. Donc là, bien évidemment, l'image projetée et l'objectif, ils sont en convergence. Il y a une logique, hein. Mais il y a une chance sur 12. Voilà. Après, c'est plus ou moins harmonieux, plus ou moins heureux. On peut, par exemple, donner une image d'ascendant balance, c'est un modèle de souplesse, de délicatesse, de charme, à n'en point douter, et avoir derrière un soleil en scorpion, ben, c'était François Mitterrand, Charles de Gaulle, qui étaient des tempéraments volontaires, qui peut-être pas facile à vivre au quotidien, mais puissants, hein. Donc, ils donneront une image très douce. En fait, il y a un tempérament très fort derrière. Et puis, il y a l'inverse aussi. Par exemple, je reprends le même, mais à l'envers. Un ascendant scorpion va donner une image assez combative, et derrière, il y a un soleil en balance qui, lui, ne recherche que la paix et l'harmonie. C'est amusant de voir ce fonctionnement-là. Merci. Alors, vous qui nous suivez en direct, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat à tout moment. Donc, on a parlé, j'ai beaucoup aimé l'approche de l'occupation de l'espace. On a parlé des personnes, des types de signes qui allaient occuper davantage l'espace. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui seraient... par rapport à la cohabitation, je trouve ça intéressant. Oui, la cohabitation, c'est ça. Donc, faut vraiment se méfier de la première image. Parce qu'on a tous un instinct, une intuition, et ça, c'est quand même l'univers de la Lune. En fait, si je vais vous donner une base de raisonnement qui est quand même structurelle. Je pense que c'est bien. Je vous ai parlé de la fragmentation tripartite de l'esprit tout à l'heure, hein, l'image projetée de l'ascendant, le soleil, l'objectif réel, la lune, la façon dont on ressent les choses. Ça, c'est la trame. Ça, c'est l'ossature, c'est la structure, c'est la colonne vertébrale d'un profil. Et j'aime beaucoup cette grille de lecture parce que tout ce que j'ai vu passer en plus de 30 ans de métier, j'ai jamais rien vu de plus efficace que ça. Vraiment, hein. Et puis, l'idée, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que faut aller chercher quand même. Parce que quand on peut avoir quelqu'un qui a une image sociale extrêmement flamboyante, un magnifique ascendant lion, hein, et puis derrière, il y a un soleil en balance, donc il peut être tout à fait délicieux aussi relationnellement. Et si le pauvre, il a une lune en Capricorne, par exemple, au niveau de l'expression des émotions, on va avoir l'impression... oui, c'est terrible parce que il sera noble et généreux dans son approche relationnelle extérieure. Hein, en Lion, c'est pas mal. Hein. Et puis il fait des balances, il veut la paix, il veut que ça se passe bien, donc il n'est pas conflictuel. Et la Lune, dans ce signe le plus froid qui soit, malheureusement, j'adore les Capricornes au niveau boulot, fiabilité, honnêteté, intégrité, je les adore. Hein. Mais la Lune, dans cette position-là, c'est la plus malheureuse de toutes. Parce que la Lune a fonction d'exprimer la sensibilité, et dans ce signe d'hiver froid, la sensibilité, elle est tellement exacerbée, repliée, qu'on a souvent l'impression, quand on vit avec une Lune en Capricorne, qu'on vit avec un étranger, avec quelqu'un dont on ne connaît vraiment jamais le fond, parce qu'il a besoin de s'autosuffire, de jamais dépendre de personne. Et donc ce mécanisme de défense quant à l'ouverture des vannes de l'affect, il se fait que très très rarement, très difficilement, avec un degré d'exigence envers lui-même et par extension avec les autres qui est très difficile à combler. Voilà. Est-ce qu'en face de ce Capricorne, quelle est la bonne combinaison qui permettrait de se livrer, d'être plus en confiance Pas évident. Alors, si, il y aurait une lune en signe d'eau, par exemple, une lune en poisson. Une lune en poisson. Ouais, ça c'est pas mal, parce que les planètes des lunes en poisson, certes, ils sont nébuleux, c'est un foutoir à la maison, ils ont des dossiers partout, il n'y a que qui savent où y ranger quoi comme en Quest, mais il n'empêche que humainement, la lune en poisson est une sorte de concentré d'empathie. Les lunes poissons, je les adore, moi, sur le plan humain, parce que ce sont des profils, on dit tous les chiens écrasés se refilent son adresse. C'est des gentils avec des cœurs comme ça. Ils savent pas dire non, ils se laissent envahir leur espace vital, c'est redoutable, c'est des bonnes poires, c'est des hyper gentils les lunes poissons. Si vous mettez la main dessus, vous les lâchez pas, hein, je vous assure. Et ce qui est intéressant, c'est que les différents aspects de notre thème astral peuvent être des forces ou des faiblesses en fonction des circonstances. Absolument. Donc, on peut pas dire bon bah là j'ai par exemple une lune en Capricorne, ça va être difficile. Non, ça va être une force dans certains cas, et puis ça dépend vraiment des domaines d'application. Merci Estelle. Ce que tu dis est très juste et ça permet de ne pas cibler en tirant un boulet rouge sur la lune Capricorne. Je t'en remercie. Alors, par exemple, lorsqu'il est question de faire des recrutements,
au niveau professionnel, et que je vois passer une lune en Capricorne, je mets tout de suite plus, apprendre. Parce que je sais que leur degré d'exigence vis d'eux-mêmes fait qu'en général, ça en fait des profils, mais beaucoup plus consciencieux que les autres. Et sur le plan boulot, les lunes en Capricorne, j'ai une confiance quasi aveugle, donc on va leur laisser les clés, tout sera nickel. Il y a une sorte de peur de mal faire tellement obsessionnelle qui se tape depuis l'enfance. Les pauvres lunes en Capricorne sont des enfances pas généralement assez compliquées, où les injonctions inconscientes, elles sont très prenantes. C'est pour ça qu'ils se replient après. Je mettre dans les pas de qui que ce soit, mais au niveau boulot, ce sont des perles exceptionnelles. Je les adore. Ça, c'est important de le voir. De le préciser. Hein. Et si on a une lune en Capricorne, idéalement, trouvez-vous un soleil en Capricorne, parce que les deux vont faire la paire, et ça va donner des couples. S'ils montent une affaire, une activité, un business, un projet ensemble, ils vont être synchronisés à un degré mais incomparable pour obtenir des résultats au cordeau, au mieux de ce qu'ils pourront mettre en lumière d'ambition commune. C'est là. En fait, quand on croise soleil de l'un et lune de l'autre dans le même secteur, on va se conditionner à se synchroniser sur le secteur en question. Vous voyez, par exemple, un couple sur lequel il y aurait soleil en bélier de l'un et lune en bélier de l'autre, ça va être dans le côté dynamique et actif. En taureau, ça va être deux jouisseurs, ils sont très affectueux, avec une maison agréable, avec des canapés en cuir où il fait bon, il fait chaud, la musique est douce, on s'engueule pas. Non, c'est vrai, c'est rigolo. Après, si c'est deux lunes en Gémeaux, alors là, c'est deux clowns, ils font la fête 4 fois par semaine, et puis la maison est ouverte. Enfin, j'exagère, hein, bien évidemment, mais c'est l'idée, c'est l'esprit. Ce sont des profils qui vont discuter de tout en permanence avec des gens nouveaux. C'est sympa. Si vous avez le soleil de l'un qui est en Cancer et l'autre qui a la lune, ils vont faire une flopée de mouflets. Enfin, sous réserve, j'exagère le raisonnement pour le marquer, vous l'avez bien compris. Hein. Si j'ai un soleil et une lune en Lion compatibles, là, c'est celui qui sera le plus beau. On va se regarder avec estime. Hein, ils vont se regarder tous les deux en disant, mais t'as une idée de ce que devient la 8e merveille du monde aujourd'hui? Non, c'est un peu l'idée. Hein, en Vierge, ça va être une maison nickel et tout va être au cordeau propre comme un sous-neuf. Et puis l'hygiène sera au corps. Et puis tu as mis ta petite laine, tu as bien mis ton petit chandail. C'est adorable des profils vierges ensemble. En Balance, alors là, c'est des esthètes qui vont faire tous les musées, tous les trucs absolument sublimes de poètes, de romantiques, avec un raffinement tout à fait formidable. Et puis un couple ô combien fusionnel, Soleil et Lune en Balance. En Scorpion, c'est simple, hein, c'est sous la couette que ça se passe. En Sagittaire, ils vont partir en voyage, découvrir des cultures géniales. Soleil, Lune, Capricorne, deux ambitieux. Là, vous êtes sûr que vous pouvez injecter des ronds. Hein. S'ils montent une activité, ce sera payant. Hein. En Verseau, c'est la maison ouverte à tous les amis de la Terre, des projets, de l'ouverture, de l'autonomie, de la liberté. Tous les oiseaux sur la branche, pas envahir l'espace. Et en Poisson, ça va donner des Mères Teresa, c'est la porte ouverte à tous les pauvres gens qu'on va aider avec des cœurs comme ça, ils vont s'oublier au passage, mais c'est très très attachant. Vous voyez, je vous l'ai fait vite fait le petit tour. Merci. Alors ce qui est super beau, c'est que moi je vois ça comme un arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'on est tous différents, mais finalement ça donne des combinaisons qui permettent de créer plein de choses, de vivre plein de choses. Et il est toujours possible d'en faire quelque chose. Y a-t-il, je pense qu'il n'y a pas de fatalité dans l'astrologie. C'est quand même c'est un point de départ sur papier. C'est ça. Mais on peut le bonifier, on peut l'harmoniser. Imaginons un couple qui est déjà ensemble et puis ils vont aller faire leurs cartes sur AstroThème. Ils vont dire déjà, ce qui est pas évident, c'est d'interpréter tout seul le thème. Hein. Mais s'ils vont regarder le replay de cette conférence, ils vont repérer certains points. Ils vont se dire on a quand même, on comprend mieux pourquoi c'est un peu dur. Voilà, comment on peut harmoniser notre histoire et pas se dire c'est fini, on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est vieux comme le monde. Enfin, on peut remonter à Socrate. Hein. Socrate avait une approche un peu plus simple, c'est connais-toi toi-même et ni les hommes ni les dieux n'auront plus de secret pour toi. Et le mécanisme de l'astro, c'est simple, à cette époque-là, c'était quand même assez omniprésent. Avant l'apparition des dieux monothéistes, et, on ne va pas faire de procès sur le sujet, mais l'humain était quand même, depuis Socrate, c'est ça, c'est le premier philosophe qui s'intéressait à l'humain, et non plus à la nature, non plus à l'abstraction, etc. Donc on est dans cette logique de se connaître soi-même, et c'est première fonction de l'astrologie, qui permet par extension ensuite de s'apprivoiser les mécanismes autour de nous, et quand on met le nez dedans, si vous mettez le doigt sur le truc, c'est fini, hein. Après on ne le lève plus, hein. Je vous préviens. Hein. Moi, j'ai passé plus de 35 ans, j'ai jamais levé le nez et j'apprends encore des trucs tous les jours, ou pas loin en tout cas.
Ah, c'est fascinant parce que déjà que forcément, avec ton expérience, tu as une rapidité de lecture. En plus, tu es aidé par ton signe de la Vierge par rapport à l'analyse, je pense, par rapport Ah à bah ça. c'est le schtroumpf à lunettes, hein, c'est le détail et tout. Non, non, c'est clair. Mais Mais c'est c'est pas si devenu compliqué. En une fait, c'est pas seconde si nature. compliqué. Ouais, complètement. J'ai commencé, j'étais ado, moi j'ai eu cette chance. Donc, depuis l'adolescence, je casse les pieds de tout le monde avec les cartes du ciel. On appelle ça le syndrome Coff. Comme Jean-Pierre Coff, c'était un critique gastronomique. On le voyait un quart d'heure à la télé, on se disait, oh, le type il est génial. On le voyait au bout de 2 heures, on avait envie de l'étrangler. Change de disque. Donc, moi j'en parlerai toute la journée. Donc, à petite dose, ça vous fait plaisir. Heureusement, vous ne m'avez pas sur le dos toute la journée. Mais oui, moi, c'est ma façon de raisonner. Je rencontre quelqu'un, je demande la date de naissance tout de suite. Et puis, je calcule les ascendants de tête parce que je fais ça depuis tellement longtemps. Puis, j'aime ça. J'aime ça. C'est le plus Oui, important. on le sent et c'est ce que tu transmets également. Voilà. Mm. J'ai Marie-France qui est Scorpion. Mhm. Et bon, je ne sais pas si on peut directement répondre à la question, mais ça en soulève d'autres. Y a-t-il des... Bon, sa question, c'est sur 4 conjoints, 3 sont décédés et divorcés avec le dernier, ça veut dire quoi? Je suis Scorpion. Y a-t-il des difficultés particulières auxquelles doit porter attention le Scorpion Oui. dans un couple? Alors, en même temps, ils sont décédés, mais si c'est pas toi qui les as tués, Marie, je la connais, donc je me permets. Si c'est pas toi qui les as tués, Marie-France, ça a peut-être pas de rapport avec l'astrologie. Néanmoins, je me dis, bon, voilà, les Scorpions sont gouvernés par Mars, même si Et Pluton. et Pluton, oui, c'est vrai. Mhm. Et voilà, peut-être quelques recommandations Alors, en vie amoureuse. tu soulèves un point particulier. Il faut, si tu veux, chaque signe a ce qu'on appelle des. Je ne veux pas rentrer trop technique pour ne pas vous casser les pieds, mais chaque signe a 1, 2, voire 3 planètes à qui il y a des affinités naturelles. Les planètes sont copines, avec plus ou moins certains secteurs. Par exemple, chez le Bélier, on se doute que c'est Mars, on avance. Chez le Taureau, on se doute que c'est Vénus, l'amour, le plaisir, etc. Chez le Gémeaux, on se doute que c'est le mental, Mercure. À tel point, ils sont moins guerriers, moins jouisseurs, mais ils sont plus dans la communication permanente. Et ainsi de suite. Et quand on arrive en Scorpion, il y a 2 planètes qui tiennent leur domaine de prédilection et qui colorent le signe. Les planètes en question, c'est Mars, donc la volonté. Il y a des gens extrêmement courageux en général chez les Scorpions. Il y a eu beaucoup de résistants Scorpions, beaucoup de gens, quand ils ont un truc dans le crâne, on dit souvent il est plus simple de leur couper la main que d'essayer de faire lâcher la prise, surtout quand il y a Mars d'action en Scorpion en plus. Donc j'ai des profils volontaires et déterminés. Mais n'oublions pas que le Scorpion, c'est un signe d'eau gouverné par Mars, donc le courage, mais Pluton, la mort. Pluton, on sait depuis l'Antiquité, il y avait Jupiter qui gouvernait les cieux, Neptune qui gouvernait la surface, et Pluton qui gouvernait le monde souterrain. Pluton, c'est mourir pour renaître. Le Scorpion, c'est mourir pour renaître. Et statistiquement, ce sont des profils, analogie 8e signe, 8e maison, la mort et l'effet phénix. Et il est incroyablement fréquent chez le Scorpion. Alors quand je vois Vénus en Scorpion, si je vois Vénus en Scorpion en maison 8, la mort, statistiquement, il y aura plus de chances que la personne soit imprégnée, marquée, consciemment ou inconsciemment, ou les deux, par des mécanismes de lâcher prise plus difficiles ou de perte de personnes aimées. Et là où c'est le plus flagrant, parce que là c'est un cas de figure où ça se passe dans la vie réelle, mais il est assez fréquent de vivre ce qu'on appelle la perte d'un amour. Quand je vois des Vénus en Scorpion, des Vénus en maison 8, la mort, etc. La perte d'un amour, c'est aussi redoutable que ça soit physique ou symbolique. Parce que ce sont des profils qui ont plus de difficultés à lâcher prise sur un vécu, débrancher, pour faire le nettoyage en quelque sorte et repartir sur du neuf, parce que c'est devant que ça se passe, dans mon esprit en tout cas, et qui vont enquister, qui risquent d'iconiser une relation vécue qu'on va avec le temps idéaliser, et rien de ce qu'on va vivre derrière n'arrivera à la cheville de ce truc qu'on aura mis sur un piédestal. Le piège, il est plutôt là. Mais en réponse à la question première, effectivement, le Scorpion est davantage marqué par la mort que les autres. Et je peux pas... C'est comme ça. C'est comme ça. Il est vrai que je reconnais que le signe Scorpion, c'est vraiment la mort-renaissance. Il y a un aspect initiatique, peu importe le domaine de vie. Il y a comme c'est comme si la vie nous amenait à apprendre à mourir et à renaître à différentes occasions et plus fréquemment que d'autres personnes. Il y a un côté phénix, comme tu l'as souligné. Ouais. Moi, je suis ascendant Scorpion, mais je l'ai constaté quand même
c'est des expériences qu'on a à vivre peut-être plus que d'autres signes. Voilà. Alors. Ta lune en Sagittaire est beaucoup plus sympa, je t'assure. Mais j'aime bien mon ascendant Scorpion. Malgré tout. Non, non, mais il y a toujours des bons points et des aspects un petit peu plus qui sont des défis. Voilà. Mais voilà. C'est une façon à droite de retourner le truc. Bravo, c'est bien. Okay. C'est vrai. Après, c'est vrai que j'ai pas vécu non plus ce qu'a vécu Marie-France. On est bien d'accord. J'ai eu d'autres défis, mais pas celui-là. Alors, oui, José confirme. Alors, Cancer, ascendant Scorpion, Neptune et Lune noire sur l'ascendant, pas facile. Mercure, Vénus, Soleil en maison 8. Alors, plus on a de planètes en maison 8, et plus on est confronté à la fin des choses, à cette à la difficulté de lâcher prise et au mécanisme de transformation. Juste, je suis ravi, tu me lances là-dedans, j'y vais, me saute dedans. Hein. Je rapplique mon terre. Ça fait plaisir. Il faut juste qu'on soit un peu méfiant sur, pas trop compliquer la sauce sur les maisons pour tous ceux qui ont une approche encore un peu globale de l'astrologie. Mais oui, plein de trucs en 8. En fait, il faut avoir en tête que faut expliquer ce que c'est que les maisons. Très succinctement. Il y a, en fonction de l'angle de la Terre, on va couper le ciel en 12 parties, de la même façon qu'il y a les 12 signes. Voilà. Et on peut facilement imaginer, par exemple, que les planètes qui sont sur l'ascendant c'est quoi mécaniquement? C'est l'horizon à l'est, tout bête. Et puis, en face, il y a le descendant. S'il y a l'ascendant qui est le moi, je m'affirme, en face, il y aura au couchant du soleil, à l'ouest, il y aura le descendant, le nous, le couple, l'union, 7e signe, la balance. Il y a une analogie. Et de la même façon, pour comprendre le principe des maisons, on se doute que quelqu'un qui va naître à midi, il va se prendre le soleil en pleine poire. Si on va dans les îles du Sud une semaine, on marche sur la plage, je sais pas, à l'île Maurice, aux Seychelles, on va se balader à 7h du mat ou à 7h du soir, on va pas prendre de coup de soleil. Mais si on y va à midi, le soleil il est vertical, là. On prend en pleine poire, on sort de là, on est complètement grillé. Et donc l'idée, en toute logique, on se doute qu'une planète à la verticale, par exemple, va être plus influente. Et c'est pour ça que les planètes au midi génèrent la carrière, le domaine professionnel, le rayonnement social. Les deux monarques ou assimilés qu'on a connus qui étaient nés à midi, il n'y en a pas eu 50. Hein. Ceux qui sortent du lot, c'était Louis XIV et Napoléon Ier. Ça résume quand même. Voilà pour le midi. Et la 8, c'est un angle de la Terre où, comment dire, on n'est pas encore sur le couchant, mais pas loin du couchant. Hein. Bon, c'est un moment où, comment dire, c'est un peu le crépuscule, quoi. Hein, où, c'est compliqué, c'est une zone délicate. Voilà, c'est ce qui correspond à la 8e maison, tout simplement. Merci. Mais c'est passionnant, hein, comme je comprends qu'on puisse passer une vie à observer, à s'imprégner d'un thème astral et de le mettre on appelle ça une synastrie quand on compare deux thèmes. Oui, quand on compare deux profils. Alors le but du jeu, c'est de commencer par soi. Toujours, hein, c'est Freud qui faisait ça, il a commencé, la première psychanalyse qu'il a faite, paraît-il, c'était avec lui-même, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Et donc l'idée consiste à essayer, à travers sa propre carte du ciel, à voir comment on est construit. Et comment on est construit, si on arrive dans un premier temps à identifier des choses simples, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Ce qui est cohérent s'énonce clairement, il faut que ça soit toujours être extrêmement vierge, simple. On repère quel ascendant on a, quelle image on va projeter. Déjà, on a un indice. Hein. On se doute que si on a un ascendant frontal, on va aller plus au casse-pipe au niveau confrontation. Et si on a un ascendant doux, ça va passer tout seul. Logique déjà, premier réflexe. Hein. Soleil, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on est dans les catégories feu, je veux m'affirmer, terre, je veux de la matière, air, je veux de la liberté, eau, je veux de l'émotion? Déjà, on comprend les grandes mécaniques. La lune, comment on est au quotidien? Est-ce qu'on est zen? Est-ce qu'on est calme? Est-ce qu'on est tonique? Est-ce qu'on a besoin de bouger? Est-ce qu'on est inquiet? Le scorpion peut être très inquiet, vous voyez, il y a des trucs comme ça. Et on arrive à paramétrer ces trois-là. Et puis après, hyper intéressant, on va aller chercher comment on communique avec Mercure, puis comment on vibre amour avec Vénus, et comment on se prend en main avec Mars, comment on va bosser, quelle énergie on a pour passer à l'action. Et après Jupiter, comment on gère l'argent, l'expansion, les relations à l'autorité. Où est notre Saturne? Est-ce qu'on fait 10 fois les mêmes boulettes ou est-ce qu'on tire des leçons des choses? Est-ce qu'on se bonifie bien avec le temps? Uranus, notre partie créative, on a besoin de se démarquer. Est-ce qu'on va être des vrais rebelles ou est-ce qu'on va être dans les clous?
Hein, intéressant, Uranus. Neptune, quelle est notre part de porosité à l'inconscient collectif, notre hyper-réceptivité, Neptune. Et Pluton, nos zones de peur, parce qu'on a tous des zones de peur incarnées par Pluton. Pluton, s'il est collé à une Vénus, ça va être une Vénus, je sais pas, en signe de terre collée avec Pluton, c'est une Vénus qui a peur d'être abandonnée. C'est flagrant. Voilà. C'est bête, hein, mais ça marche pas mal. Super intéressant. Ouais. Merci pour ce tour d'horizon des planètes. Alors Justine demande Lion ascendant Lion et Lune en Verseau, est-ce qu'elle serait compatible avec un signe d'air ou d'eau? Plutôt l'air, air et feu. En fait, l'idée, c'est que déjà, Justine, elle est née a priori au moment d'une pleine lune. Pourquoi je dis une pleine lune? Parce que si on a le Soleil en Lion et la Lune en Verseau, elle est en face. Et une pleine lune, j'ai déjà une dichotomie structurelle entre les besoins de réalisation conscients du Soleil en Lion sur l'ascendant Lion, qui donne un tempérament puissant, fort, affirmé, voire flamboyant, hein, avec un potentiel dans cet esprit-là, en tout cas, plus ou moins révélé, plus ou moins étouffé, mais il y aurait une facilité, si le terrain y prédispose, est-ce que ça se déploie de cette façon-là? Et en face de ça, la Lune en Verseau, c'est la quintessence de l'humilité. Donc on est dans une logique d'antinomie structurelle. J'ai un côté lion qui est flamboyant, hein, qui est un peu comme l'enfant, qui considère qu'il est le centre du monde, et au fond j'ai une lune en Verseau qui, comme la lune en Verseau, c'est quoi? C'est l'adulte qui a compris qu'il n'est qu'un grain de sable dans le désert. Donc elle est carrément flagrante, la dichotomie. Je trouve ça super intéressant parce qu'en effet, un Lion ascendant Lion qui a une lune en Verseau, c'est des aspects complètement opposés. Ouais. Alors, le terrain sur lequel ce mécanisme-là va fonctionner, c'est de cultiver. Il y a une valeur résiliente. Il y a un tronc commun entre cet axe Lion-Verseau. C'est le besoin de liberté et d'autonomie. Le besoin de liberté et d'autonomie. Donc, on a dès le départ à faire un profil avec du coup une lune en Verseau en maison 7 union, qui 6 ou 7, mais a priori, faut voir le thème, mais sous réserve d'eux, qui va privilégier l'indépendance dans l'engagement amoureux. Elle confirme, en tout cas, elle dit c'est super intéressant, ça lui ressemble, hein, tout ce que tu dis. Merci. Et la lune en Verseau, c'est l'instinct indépendant. C'est-à-dire que celui qui va occuper son espace vital au quotidien, s'il est un peu trop intrusif, ma lune Verseau, elle prend son baluchon, c'est l'oiseau sur la branche. Donc c'est complexe en fait. Hein. Donc trouver le bon partenaire, il faut que ce soit un partenaire qui lui-même, idéalement, ait une lune en signe d'air, parce que c'est là où l'autre il va comprendre, parce que lui, instinctivement, il aura même besoin de liberté. On retourne au nid quand on ne se sent pas étouffé, emprisonné. Hein. Donc un signe d'air serait pas mal. Lion ascendant Lion, c'est puissant. Hein. Attention à pas aller, faut pas aller chercher un autre profil dominant, ça serait un leurre. Et souvent, le piège moi, j'ai 92% de femmes, je crois, en rendez-vous, voilà, depuis, dans tout, hein, sur mes fiches, partout. Ça donne un peu 91-92%, c'est un peu ça. Les filles sont plus ouvertes, elles se posent plus de questions, elles ont plus envie de comprendre, donc c'est sympa, c'est plus agréable, même pour moi au niveau relationnel. Et l'idée derrière ça, c'est quoi? C'est que comprendre qu'un tempérament dominant ne peut que très difficilement matcher avec un tempérament dominant. Et souvent, chez les femmes que j'ai qui ont des forts tempéraments, bélier, lion, scorpion, lion, scorpion surtout, hein, c'est qu'elles recherchent en face d'elles quelqu'un qui soit aussi dominant, en se disant mais je peux pas l'admirer, je peux pas le respecter, je peux pas s'il n'est pas aussi solide. Seulement ce qu'on oublie, hein, c'est quand on veut créer un couple, ça sert à rien d'être dans une relation où c'est à celui qui se tire la dragée haute, avoir le dernier mot, c'est un rapport de Sewen, il n'y a pas d'autre mot. Mais à l'inverse, trouver son complément. C'est ça l'idée. Deux coqs dans les mêmes C'est vrai qu'en tant que femme, pardon, excuse-moi, oui, une femme qui a un profil dominant, oui. Après, ça va être un travail sur les archétypes sociaux, sur ce qui a été en fait dans l'éducation, ce qu'on nous, par exemple, voilà, l'homme, ça c'est des choses qui sont héritées socialement. Le profil de l'homme dominant, bon, même si le côté patriarcal est en train de s'adoucir un peu plus avec le féminin sacré qui monte. C'est pas plus mal, mais c'est vrai que du coup, il y a cet aspect de dépasser les injonctions, comme tu disais, les injonctions de l'éducation, pour aller vraiment chercher son complément et pas une idée du conjoint idéal qu'on nous a transmis familialement ou que la société nous transmet dans les publicités. Ah bah c'est des conneries, on est d'accord. Non mais là tu fais référence à une notion qu'on pourrait qualifier comme étant l'hypergamie,
qui consiste à, depuis l'aube de l'humanité, aller chercher les meilleurs gènes pour assurer l'immortalité de l'espèce. Et depuis toujours, l'élément féminin a une charge première, parce que l'élément féminin est plus mature plus vite que l'élément masculin. Tu vois, les gamins à 10, 12 ans, les filles, elles grandissent, elles sont tout de suite plus responsables, plus matures. Les autres, ils sucent encore le pouce. Enfin, j'exagère, mais ils oublient encore. Donc, il y a un décalage. Je le vois dans les faux jumeaux, c'est flagrant. Hein. La fille, elle prend toujours le lead, 9 fois sur 10, et le petit, et le garçon, lui, il reste un peu dans les fraises. Donc, il y a une avancée. Et puis, d'ailleurs, le mécanisme de reproduction, il est plus rapide chez la femme, elle se reproduit plus jeune et moins longtemps. Donc, il y a encore des mécanismes de maturité qui sont plus rapides. En plus, c'est le mâle, il doit mettre ses graines dans tout ce qui bouge, il fait pipi sur tous les arbres. Hein. Et la femelle, au contraire, elle doit être très prudente à maintenir le capital génétique pour le faire perdurer avec, si possible, une amélioration de ce capital. Donc, il y a un tas de facteurs comme ça qui interviennent. La liste, elle est longue, je pourrais m'amuser à les faire, et c'est hyper intéressant d'aller me chercher ça. Archaïquement, on est construit comme ça. Depuis l'aube de l'humanité, quand on était dans le système binaire, conscient-inconscient, psychotique-névrotique, j'ai écrit un bouquin avec un psychiatre il y a 15 ans. On en a vendu 3,5. C'est tellement chiant. Mais au moins, ça va rester. Ça va rester parce que j'ai appris plein de trucs. Hein. On est construit sur un système binaire. Hein, agressif dehors, paisible dedans. Pour en respecter celui-là. Et donc, comme je viens de le dire, agressif dehors, paisible dedans, c'est l'équation qui marche le mieux. Hein. Si on est psychotique à l'intérieur et névrotique dehors, ça donne des gens qui passent la vie à rêver, à regarder les papillons, et puis quand ils rentrent à la maison, s'il y a une cuillère de travers, ils tapent sur tout le monde. Donc le vrai système qui fonctionne bien, c'est psychotique dehors, névrotique dedans. Celui-là, il marche du feu de Dieu. Ça veut dire, on est offensif pour se réaliser socialement, des objectifs, on va à la chasse, à la cueillette, à la pêche depuis toujours. Après, on allait dans les champs, après maintenant on va au bureau, après on est chez soi, ça dépend, mais on a des objectifs à réaliser, d'existence sociale. Hein. Et puis, quand on est dans la relation intimiste, c'est tout sauf la guerre, quoi. C'est tout sauf la guerre. Je considère que la meilleure adéquation dans une relation de couple, c'est de considérer que, un, c'est son meilleur ami, hein, et deux, qu'on est deux à affronter la terre entière, si besoin. Mais l'objectif central, c'est de créer ça. Tant qu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là, on sera à côté du système. C'est parlant, mon truc ? Oui, c'est important de le souligner. Et tu parlais de l'astrologie comme outil de connaissance de soi. C'est vrai que quelqu'un qui est en recherche d'un partenaire va peut-être, par curiosité aussi, parce que c'est sympa, c'est rigolo aussi d'aller regarder le thème astral de l'autre. Mais si on connaît pas déjà nos propres dynamiques dans les différents domaines de vie, on va pas pouvoir finalement bien utiliser les informations du thème de l'autre. C'est pour ça qu'on commence par soi et qu'est-ce qu'on fera de plus du thème de l'autre finalement. Bon. Non, absolument. C'est pour ça qu'on reboucle le raisonnement socratique qui consiste à dire connais-toi toi-même et les autres, ni les dieux, etc. Non plus de secret. Donc l'idée, ça consiste à le premier des réflexes pour moi, c'est d'analyser son propre profil. Et la meilleure façon d'analyser son propre profil, bon, déjà, il y a un truc tout bête, c'est gratuit en plus, donc il ne faut pas se casser les lunettes. Hein. C'est AstroThème. Alors, moi, je me suis inscrit, comme ça, je peux taper toutes mes gardes du ciel. Moi, j'ai un vieux programme AstroPC, mais de temps en temps, quand je ne suis pas à la maison, je pratique avec eux. Je ne les connais pas, je les ai jamais rencontrés, j'ai aucun intérêt à leur faire de la pub, mais je les adore parce qu'ils sont. Oui, il n'y a aucune commission pour personne. Que dalle, mais vraiment rien. Hein. Mais leurs calculs sont super bien faits. Il y en a 2-3 comme ça, des sites. J'ai mes habitudes avec eux. Et donc, on a la carte du ciel en visuel. Hein, et puis, on va commencer à travailler sur son propre thème. Où est mon ascendant? Quelle image je donne? Où est mon soleil? Quel chiffre je vise? Où est ma lune? Comment j'en sens les choses? C'est quoi mon histoire affective? Mercure, comment je communique? Est-ce que je communique comme un signe de feu? Ouaf, ouaf, ouaf. Est-ce que je communique comme un Mercure en signe de terre? 1 et 1, ça fait 2, et puis pas 3, et puis attention, explique-moi. Est-ce que je communique comme un signe d'air? Oh, tu sais, le concept d'un tel, de machin, de truc, c'est drôle, et puis il y a eu ça, ça part dans tous les sens, et c'est d'une richesse infinie, mais il faut recadrer. Ou est-ce que c'est un Mercure en signe d'eau qui fonctionne sur le non-dit, sur l'émotion, sur le regard, sur le ressenti, sur la gestuelle? Déjà, pigez-moi ça. Et puis là, c'est des clés. Amusant, non? Et je dirais même que si on veut faire un bon dîner réussi en regroupant des personnes, on pourrait aussi tenir compte de certaines compatibilités, ou pour construire une entreprise, pour manager une équipe. Mais t'as pas idée. C'est utilisé. On m'a utilisé pour ça. Je fais gaffe maintenant. Mais on m'a utilisé pour ça, pas mal. Mais parce que c'est affreux, j'ai du plaisir à faire ça. Par exemple, j'avais des copains qui étaient dans le recrutement et on avait essayé de monter ce qu'on appelle, je vous le fais à coup de serpe
pour que vous compreniez juste le concept. On avait essayé de faire apparaître un peu s'il y avait des points communs pour motiver une équipe. Okay. Le principe est simple. Pour motiver, si vous avez dans votre équipe, vous êtes chef d'équipe, vous avez des éléments, des profils avec des éléments différents. Feu, terre, air, eau. Toujours raisonner simple. Les profils signes de feu, si on veut les motiver, on leur disait, si tu travailles bien et si tu te donnes bien de la peine, eh ben, tu auras un galon. Tu auras un truc chef, là. Hein, ou alors ton portrait, employé du mois, etc. Hein, mais un truc valorisant. Ça, signe de feu. Signe de terre, hein, signe de feu, je vous les refais, Bélier, Lion, Sagittaire. Signe de feu, c'était ça. Signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, c'était si tu travailles bien, si tu bosses bien, il y a un truc qui rentre tout seul, c'est que tu auras une prime. C'est concret. Hein, une boîte de chocolat, c'est bien aussi, mais une prime, c'est mieux. Hein. La terre, ça comprend la matière. Si vous aviez affaire à un profil signe d'air, on leur disait, si tu travailles bien, eh ben, tu seras autonome. Hein, tu pourras te débrouiller comme tu veux. Hein, tu veux 3 jours de vacances, être barré à droite, à gauche, voir ça. Mais du moment que tu ramènes le résultat, tu t'organiseras. L'autonomie, la liberté pour les signes d'air. Et puis là où c'est encore le plus subtil, c'est avec les signes d'eau. Comment on motivait les signes d'eau? On leur disait, si tu travailles bien, eh ben, je t'aimerais encore plus. Tu auras toute ma reconnaissance. Et alors, il faudrait pas que ce soit un outil de ségrégation non plus, c'est-à-dire qu'on va pas refuser, dans quelques domaines que ce soit, hein, même pour les rencontres amoureuses, si vous voyez que c'est un signe ou un ascendant avec lequel on a dit que ça matchait pas trop, il y a tellement de finesse dans les différents aspects. On a quand même 10 planètes qui sont positionnées un peu partout. Et voilà, je pense que ce serait peut-être une erreur aussi d'écarter tout de suite quelqu'un. Non? Alors, par expérience, t'en penses quoi? Moi, on a chacun notre truc. Je ne vais pas me faire des ennemis ce soir, donc je ne vais pas trop me mouiller. Non, mais c'est bien de nous donner ton avis, en revanche. Mon avis, c'est simple, c'est que moi, j'ai été marié 2 fois. La première fois, je n'ai pas écouté la carte du ciel, j'aurais dû, mais grave. Moi, c'est clair, net, précis. Mais grave. Et la deuxième fois, j'ai écouté la carte du ciel avant tout le reste, tu vois. Et j'ai trouvé quelqu'un qui me sécurise, qui est logique, qui est factuel, qui est concrète, qui est organisé, qui est pratique. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et la première fois, c'était l'antithèse, quoi. Mais vraiment, moi, j'ai une confiance un peu trop aveugle dans l'astrologie. À la limite, chez moi, c'est l'inverse. C'est que je me fie plus à la carte du ciel qu'au reste, ce qui fait que j'ai rencontré des gens sur qui je me suis emballé. Et en fait, j'ai tellement surinvesti dans ma confiance que j'ai dans le mécanisme que j'en oublie parfois, ce qui est à titre personnel. Hein, le cordonnier est toujours un peu mal chaussé. Hein. J'arrive à être très très pointu pour les autres, mais pour moi, je fais une quantité d'erreurs terribles. Quand c'est trop près, je vois plus, en fait. Et donc, ça m'a fait faire des erreurs de comportement, c'est clair. J'ai survalorisé des gens qui ne méritaient pas et sous-valorisé des gens qui auraient mérité beaucoup plus d'attention. Manifeste. Après, quel est ton avis sur le parcours justement d'une âme, puisque ça parle d'incarnation aussi, un thème astral. Hein. C'est la carte du ciel, les positions des étoiles sous lesquelles nous sommes nés. Et justement, admettons que certaines rencontres, les rencontres un peu plus difficiles que les autres sont potentiellement écrites aussi dans un thème astral. Alors, tu poses une bonne question. Et moi, elle est très subtile. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte, encore une fois. Moi, je suis convaincu que si tu as toutes ces informations-là, c'est pour s'en servir, tu vois. Et à titre personnel, ça va peut-être en choquer certains, mais c'est pas grave. J'assume bien le truc. J'ai 2 garçons et j'ai programmé des dates de naissance. C'est un truc, hein. J'ai poussé c'est ce que faisaient les anciens. C'est ce que faisaient les anciens. Hein. Je ne savais pas, mais moi, je l'ai fait en amont, si tu veux. Tu vois, le premier, moi, je suis une vierge, ma femme est capricorne, donc on est 2 signes de terre. Je dis, qu'est-ce qui va le mieux rentrer dans les oreilles du môme? Il faut essayer d'avoir un signe de terre, au moins ça sera harmonieux, notre esprit pratique il va avoir un apport maximal de l'esprit pratique qu'on va lui transmettre. Ça va rentrer tout seul. Voilà. Et effectivement, c'est rentré tout seul. On a fait un petit Capricorne, il a été puni 2 fois dans sa vie. C'est de ma faute, je lui ai mis un polo gris au lieu d'un polo blanc. C'est lui qui s'est fait engueuler. Et la deuxième fois, sa mère lui a mis un short, il faisait 30 degrés, il s'est fait engueuler. Il a pris 2 punitions, c'est de notre faute. Sinon, l'autre, il est au cordeau partout. Donc, grave, hein. Mais à la limite, il est un peu triste, quoi. Donc, on s'est dit, on va faire en deuxième, entre-temps. Hein. Et le deuxième, on a fait un petit Gémeaux. Et puis, j'avais repéré dans le ciel... Attends. J'avais repéré dans le ciel une époque, c'était en 2007, il y avait 4 maîtrises en même temps dans le ciel. Et je me dis, ça, faut pas louper. Pas possible. C'est quoi 4 maîtrises? C'est des planètes qui sont au maximum de leur puissance. Waouh.
Et je me suis dit, ok, le premier est dans les clous, super, c'est bien d'être obéissant. Et qu'est-ce que je peux faire pour en faire le môme le plus adapté à la vie? Alors, on a fait un Gémeaux, il a une lune en Taureau, hein, donc première maîtrise. Il a un Mars en Bélier, deuxième maîtrise. Il a un Jupiter en Sagittaire, troisième maîtrise. Et puis il y a Pluton qui est pas mal non plus. Il a une belle Vénus en Lion. Enfin, il a vraiment un ciel absolument magnifique. Et le thème est très puissant. Mais le problème, c'est ce que j'avais sous-estimé, parce que tout le monde, de la perfection n'est pas de ce monde, c'est qu'avant de faire un thème aussi structuré, il faut l'élever. Tu vois. Et depuis qu'il est môme, là il a 17 ans maintenant, depuis qu'il est môme, à 5h du mat, il était sur le pont, à 23h, il galopait encore. Tu vois. Donc on s'est usé. Incroyable. Tu vois. Et puis il faut le driver, le loulou. Ouais. Mais en même temps, aujourd'hui, il est incroyablement adapté. Il est comme un caméléon, il jongle partout, il a une énergie du feu de Dieu, il a des passions, il est positif, il est attachant. Ça démarre, là, on commence à peu près à le cadrer. Donc, ça va. Et on croise les doigts bien fort pour que ça continue comme ça. Tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas eu des surprises justement? Alors, parce qu'on peut programmer les planètes rapides, mais les planètes lentes, parce que bon, après c'est une histoire d'heure de naissance, on peut programmer peut-être la Lune, allez, on peut encore déclencher un accouchement à une heure précise, admettons. Alors, je dis pas qu'il faut le faire ou qu'il faut pas le faire, hein, mais astrologiquement. Je lui ai cassé les pieds, tu n'imagines pas à quel point. Oui, mais elle est Capricorne. Elle est pas Scorpion. Et donc, et justement, alors avec tous ces paramètres, ce qui donne un champ d'expérience incroyable dans ton activité quand même, hein, de pousser l'expérience jusque-là. Est-ce que tu as eu on va dire des surprises, parce que bon, on peut pas tout maîtriser par la volonté humaine non plus. Est-ce qu'il y a des choses que, voilà, les grandes lignes sont paramétrées, mais est-ce que d'autres aspects peut-être moins importants sur le papier peuvent venir remettre en question ces fameuses grandes lignes, la position de Mars, la position du Soleil, de l'ascendant, dans un thème? En fait, tu vois, c'est là où oui, mais une planète puissante, elle aura toujours le dernier mot. Ah. Par exemple, toi qui as Mars en Bélier, quels que soient les ennuis, les emmerdements, les conflits, les bagarres, les trucs, Mars en Bélier, jusqu'à son dernier souffle, il sera là. Ce qui veut dire que, pourquoi moi je suis obsédé par Mars, hein, c'est un truc que je regarde dans un thème en priorité. On en a parlé, mais c'est super intéressant. Hein, donc il faudra refaire. On pourrait faire une émission complète sur Mars, c'est vraiment passionnant. Absolument. Dans le quart du ciel, on sait, hein, vous avez compris, l'ascendant l'image, Soleil l'objectif, la Lune l'instinct, Mercure comment on communique, Vénus comment on aime, Mars comment on bosse. Et moi je suis très attentif à la qualité de Mars. Pourquoi je suis attentif à ça? Parce que ça me permet de paramétrer, en gros, il ne faut pas être trop, sûr de soi sur ce qu'on dit quand même, de mon côté en tout cas, mais si Mars est puissant, j'ai la conviction sur des milliers de cas que la personne aura la capacité beaucoup plus que les autres à sortir des situations problématiques qui sont inhérentes à toute vie. Ça va jamais, on n'est pas sur un long fleuve tranquille, c'est jamais 100% facile dans la vie, c'est jamais 100% difficile, mais quand Mars est là, il y a une capacité à retrousser les manches bien plus importante que chez les autres. Donc j'aime bien cette position-là. À rebondir. À rebondir, exactement. Et depuis que tu m'as parlé de cet aspect-là, j'ai fait un petit peu le tour autour de moi en fonction des positions de Mars. Et c'est fou comme on s'attache beaucoup aux signes. Mais alors, regardez où est placé votre Mars, parce que vous saurez si vous avez tendance à vous laisser un peu crouler sous les difficultés, ou si vous avez une capacité de rebondir. Et c'est quoi une position de Mars qui est, on va dire, forte? Enfin, je sais pas si c'est le bon terme. Forte, il y a les trois maîtrises de Mars, c'est celle dont je parlais tout en préambule tout à l'heure, à savoir Mars est très puissant, très très puissant dans 3 secteurs du ciel. Bélier, Scorpion, Capricorne. Et donc par extension, si une planète est très puissante quelque part, elle va être faible en face. Si Mars est fort en Bélier, il va être faible en Balance. Si Mars est fort en Scorpion, il va être faible en Taureau. Et si Mars est fort en Capricorne, il va être faible en Cancer. C'est simple en fait. Très simple. Merci pour le récap. Alors je vois l'heure avancer, mais c'était tellement agréable qu'on n'a pas vu le temps passer. Ça, je m'y attendais un petit peu avec Jean-Yves. Hein. Il y a quand même une question, une dernière question que je te propose, à laquelle je te propose de répondre. José nous dit, parce que du coup on peut élargir et voir un petit peu, voilà, si on veut pas avoir quelqu'un de dépressif, si on a besoin de quelqu'un qui nous donne de l'optimisme par exemple en face. José nous dit, peut-on parler de ce qui rend le plus dépressif? Mon neveu
a sa Lune et Saturne en Cancer en maison 12. Tout est dans la question. Et il a Mars, Mercure et Soleil en Vierge. D'accord. Donc, oui, d'accord. Ok. Où est son Soleil? Ça, j'aurais aimé le savoir. Mais déjà, il me donne une clé centrale. La réponse est dans la question. Décortiquons ensemble. Certes, la Lune est magnifique en Cancer. Voilà, c'est un môme qui est né avec un endroit où la Lune est magnifique. Là où elle est la plus belle. Il y a 2 endroits où la Lune est belle, c'est en Cancer et en Taureau. Les mécanismes de fécondité, d'affection, d'attachement sont surdimensionnés dans ces secteurs-là. Voilà, c'est la chance d'avoir une Lune comme ça, c'est merveilleux. Seulement, la Lune en question, elle reçoit des sacs de plomb sur le dos. Sa Lune, elle est conjointe à la pire des combinaisons possibles, Saturne. Le froid, l'hiver, le manque de confiance en soi, les garde-fous psychorigides, l'environnement relationnel étouffant. En plus, cette Lune, elle est en maison 12, le repli, l'enfermement, la peur de l'abandon, l'isolement relationnel affectif profond. Et puis, j'ai une Lune en Cancer qui a une demande affective énorme, parce que la planète est en maîtrise très puissante, et on lui colle sur le dos 2 coups de bâton. La conjonction de Saturne qui fait qu'on est en hiver permanent, et la maison 12 qui fait qu'on est isolé, et on est dans une situation de douleur, de repli, d'abstraction, d'abandon, d'épreuve. Pas de bol, quoi. Donc oui, il y a une nature dépressive. Absolument. Il est vierge, hein, Soleil, Mercure, Mars en Vierge. Ok, il y a un truc pour lui qui s'appelle rien ne brille à l'ombre des grands arbres. Rien ne survit à l'ombre des grands arbres. Donc je pense que ce môme, il va avoir certainement, s'il est en 12, il a peut-être un ascendant Lion, peut-être un amas planétaire en maison 2 en Vierge, tu vois, il y a Soleil Mars en Vierge. Il faut qu'il se trouve une passion déjà. Il faut qu'il se trouve une passion. Un Soleil Mars en Vierge, ça peut donner un bon technicien, un bon horloger, un bon serrurier, n'importe quoi. Un truc de précision où il va se révéler dans son boulot, avec une bonne prise de la réalité. Et puis, après, par la suite, une fois qu'il sera éloigné de l'environnement familial, qui doit être perçu comme étouffant, compliqué, anxiogène, hein, parce qu'on est dans les injonctions inconscientes de la Lune, qui cherche à tout bien faire, mais ça sera visiblement jamais assez bien. Une fois qu'il sera suffisamment construit pour se barrer de ce schéma-là, prendre son autonomie et trouver son indépendance, à travers sa condition solaire, eh ben, je pense qu'il arrivera à prendre la meilleure distance et à se soulager de toutes ces injonctions inconscientes qu'on ne se rend même pas compte qu'on lui refile à longueur de journée. Voilà. Son ascendant Lion va l'aider. Vous savez, la Vierge a un côté timide. Hein. Vous me mettez en combinaison des signes très timides. Soleil, la Vierge, le Cancer, sont des signes tout shy, ça. C'est des profils qui ont besoin d'un peu de maturité. Les garçons à 20 ans, c'est la période fin d'adolescence, début de l'âge adulte. Là, pour les gars, c'est une horreur. Parce que les filles du même âge, elles veulent des types plus âgés, plus construits. Oh, Vénus en Lion. Donc, mon pauvre. Oh, ascendant Lion, Vénus en Lion, il a quand même de la ressource. Il doit avoir beaucoup de charme, c'est vrai. Attention, j'espère qu'elle n'est pas en 12, mais une Vénus en Lion, il faut se méfier. Tiens, qui est-ce que j'avais en tête, que j'avais rencontré, qui avait une Vénus en Lion? C'était Kev Adams, c'était un comédien. J'en fais pas un secret d'État, on a fait une émission de radio ensemble, elle est partout sur la chaîne. Et lui, il avait une Vénus en Lion. Et j'étais rentré dans son oreille en lui disant, tiens, toi, tu sais que tu es amoureux quand tu rentres dans un restaurant, un lieu public, avec à ton bras une fille sublime, et que tout le monde a les yeux rivés sur la fille sublime, et toi, on t'oublie. Et je lui dis, toi, Vénus en Lion, t'aimes ce qui brille, t'aimes ce qui est... On a besoin d'admirer. Ouais, mais c'est un piège à con, pardon. C'est un leurre. L'admiration est le premier truc qui signe la non-pérennité de la relation. C'est-à-dire que plus on idéalise quelqu'un, plus on va le mettre sur un piédestal, et plus on est sûr que le lendemain matin, s'il ne sait pas laver les dents, il a la laine de coyote. Et tout est comme ça. Je veux dire, il y a une désillusion inhérente à toute idéalisation. C'est dans l'ordre des choses. Et Vénus en Lion a une fâcheuse tendance à être amoureuse de l'amour, mais aussi à rechercher des trucs, des choses qui brillent, quelque chose qui soit flatteur, quelque chose qui soit brillant. Et c'est la faille des Vénus en Lion, qui du coup, il y a une dichotomie entre l'image projetée de l'extérieur. On ne va pas épouser une star de ciné, mais quand on vit avec, il n'y a plus la même idéalisation parce que c'est un être humain normal. Alors, en parlant du positionnement de Vénus, j'ai remarqué... Alors, je dis pas que c'est dans 100% des cas. J'ai eu quelques exceptions. J'ai cru remarquer que les Vénus en Gémeaux étaient plutôt polyamoureux, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je vois très bien. Oh, tu plaisantes. J'ai tendance à dire, comme les hommes Gémeaux, faut pas y toucher avant qu'ils aient au moins 30 ans, parce qu'avant...
Et puis surtout qu'ils aient bien vécu. Eh ben, tu as tout compris. Hein. S'ils ont galopé et qu'ils ont attrapé la moitié du village, là, tu peux commencer à t'y intéresser. Et quand ils l'ont pas fait, tu touches pas. Hein. Mais Vénus en Gémeaux, polyamoureux, oui, mais regardons ensemble l'idée. Tu vois le concept. Vénus, c'est l'amour. On est d'accord là-dessus. C'est un signe gouverné par Mercure, la multiplicité, la communication, la curiosité, le renouvellement. Et c'est un signe d'air qui a besoin de liberté. Donc, ce sont des signes qui ont besoin d'avoir plein de relations autour d'eux renouvelées. Sinon, ils s'ennuient épouvantablement. Donc, quand ils sont trop jeunes, il faut qu'ils comblent ce besoin de renouvellement. Le nombre de femmes Gémeaux que j'ai eu au rendez-vous qui me disent, non, pas de femmes qui ont connu, pardon, un Gémeaux, et qui me disent plus jamais. Mais pourquoi? Parce qu'elles les ont connues trop jeunes. Moi, j'en ai 3-4 en tête parmi mon environnement amical. Ils me disent, ah ben attends, j'en ai une ce soir, j'en ai une troisième demain soir, ils en ont une demi-douzaine sous le coude. Et puis après, alors eux, ils ont rencontré plus de femmes que les autres. Elles sont toutes déçues en disant, mais des Gémeaux, c'est des coureurs, plus jamais. Donc ils se font mauvaise réputation parce que durant leurs jeunes années, ils ont plus que les autres, ils en ont les moyens, bien évidemment, hein, à tout niveau, d'être des crapahuteurs. Je ne sais plus qui les appelait, les quéquettes sur pattes. Ça me donne une idée du champ sémantique dans lequel on échange. Ouais. Donc oui, polyamoureux, alors, oui. S'il a vécu sa jeunesse, parce que j'ai dans ma famille, j'ai une personne qui est Gémeaux, masculin, et qui a vécu sa jeunesse beaucoup plus tard. Donc attention avec l'âge. Alors, tu as raison. Tu as raison. C'est le coup c'est le syndrome de la voiture de collection, j'appelle ça. C'est-à-dire que, tu vois, quand jeune, tu as regardé les vieilles Ferrari ou les vieilles Jaguar ou les machins comme ça, tu sais, tu arrives à 50 ans, tu as les moyens de te l'acheter. C'est plus du tout à la mode, c'est complètement obsolète, mais tu vas te l'acheter parce que tu combles ce que tu aurais voulu avoir. Tu réalises tes rêves d'enfant. Eh bien, j'ai vu ça chez un certain nombre d'hommes qui avaient des physiques pas toujours très agréables, qui avaient des blocages, un manque de confiance en eux, etc., ou fait des études un peu fastidieuses, donc ils ne pouvaient pas sortir. Et ils se retrouvent vers la cinquantaine, souvent ils divorcent, leur vie, les enfants sont grands, il n'y a plus de relations, c'est perdu en cours de route. Et donc là, ça devient des galopeurs, mais comme jamais. Il y en a plein dans les clubs de rencontres, dans les trucs de rencontres. Les types, ils sont morts de faim, ils ont un truc derrière l'oreille, là, ils sont très demandeurs de relations. Et pourquoi? Parce qu'ils sont entre 40 et 50, ils n'ont pas vécu leur adolescence, leur début de la vie amoureuse de façon suffisamment épanouie, large, de manière à répondre à satiété à cette demande-là. Et quand on a satiété, on passe le cap, parce qu'on passe à autre chose. C'est comme tout. On veut ce qu'on n'a pas eu, toujours pareil. Donc, si vous trouvez un type qui me dit, dis-moi, à 20 ans, je galopais sur tout ce qui bouge, il dit, attends, t'en as combien? T'en as 40? Ah, tu m'intéresses. C'est bon. Hein, tu connais la question, pas besoin d'y retourner. Voilà, c'est mieux. Eh bien, cette rencontre touche déjà à sa fin. Et merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, je vous invite, comme vous le disiez, Jean-Yves, à aller voir sur le site Astrothème. Pourquoi? Parce que c'est pratique et qu'il l'a éprouvé pendant des années et qu'il trouve que c'est un outil de confiance et gratuit. Donc, je vous ai mis le lien sur le chat. Si vous voulez aller réécouter cette conférence. Astrothème, c'est pour les cartes du ciel gratuites. Maintenant, si vous voulez apprendre l'astrologie, venez me voir moi. Venez même voir l'annonce que j'ai mise sur le site de Saneva, parce que on vous propose avec Jean-Yves, on vous propose une formation en ligne que vous pouvez suivre à votre rythme en plus de 5 heures un peu plus de 5 heures de vidéo. En fait, je suis parti, j'ai créé ce que j'aurais voulu avoir moi quand j'ai démarré l'astro, ce qui m'a manqué, à savoir comprendre les mécanismes des planètes. Tout bête. Et comment ça fonctionne visuellement. Avec des dessins, avec des tableaux, avec des explications, avec de la pédagogie, avec des histoires drôles pour que ça rentre mieux, c'est mieux. Et puis je fais ça de façon assez structurée pour que à chaque étape on puisse apprendre et dire mais c'est évident, eureka, c'est du bon sens. Et du coup ça vient très vite. Moi j'en parle avec fluidité. J'ose espérer que si ça vous tente, vous avez envie de creuser, voilà, faites-vous plaisir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est ouvert à tous, c'est-à-dire que même alors que vous ayez des connaissances en astrologie, ça va permettre d'aller approfondir, de les structurer, c'est ça, parce que tu as une approche, une méthode qui est quand même super claire, bien structurée et efficace. Et si vous n'y connaissez rien, eh bien vous serez pas perdu, parce que justement, eh bien vous pouvez commencer de zéro avec cette formation.
Et à l'issue de cette formation, donc on est capable de comprendre un caractère rien qu'en regardant une carte du ciel. Ah ben c'est le but, hein. Le but, c'est de s'approprier tout ce que je viens de vous raconter là ce soir. C'est ça l'idée. C'est apprendre à repérer, avoir une grille de lecture qui permette d'avoir les bons repères. Les bons repères. Une fois que vous avez les bons repères, après, il faut de la pratique. Quand vous aurez les bons repères, vous allez vous amuser à demander les cartes du ciel de tout ce qui bouge, aller regarder tous ceux qui sont autour de vous. Et là, c'est un terrain d'introspection absolument étonnant. Parce que moi, à un moment, j'ai fait des thèmes de mes parents, et beaucoup font ça, parce que on passe par 3 phases dans les relations aux parents. On dit quand on est très jeune, on les adore, quand on devient jeune adulte, on les juge, et quand on devient vraiment adulte, on leur pardonne. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient. Et c'est vrai qu'avoir des clés sur les fonctionnements, c'est hyper nourrissant. Pareil pour les enfants, hyper intéressant. C'est aussi remettre un contexte à notre chemin de vie, entre d'où on vient, qu'est-ce qu'on transmet, où on va et qu'est-ce qu'on transmet ensuite aux enfants. Le plus vieux rêve de l'homme, c'est l'immortalité. La seule parade qu'on ait trouvée, c'est ou l'âme éternelle, bon ça c'était un peu facile, ou alors l'immortalité à travers les générations qui nous suivent, nos enfants. On n'est qu'un élément d'une chaîne, et effectivement notre rôle c'est d'apporter ce qu'on peut apporter de mieux à la génération qui nous suit. Enfin, je pense. En tout cas, j'avoue que c'est une rencontre qui donne envie d'approfondir les choses. Même pour moi qui ai fait des thèmes astro à la main quand j'avais 13 ans, ça me donne envie de me replonger dans l'astrologie, j'avoue. Donc, en tout cas, on vous propose une réduction de moins 10% sur le prix qui est déjà, je trouve que le prix de ta formation est très accessible par rapport à la qualité de ce qui est transmis. Donc, vous aurez 10% en plus et l'annonce est sur le site soneva.ca. Et vous pouvez également, bien sûr, je vous invite à visiter le site de Jean-Yves, jeanyveslespierre.com, tout attaché, pour vous tenir informé de son actualité. Je ne sais pas si tu as des messages particuliers à passer sur tes actus du moment. Tu sais, l'idée, c'est que je fais beaucoup d'horoscopes. Tu vois. Mais tu es très présent. Vous pouvez suivre son compte, ses comptes de ses réseaux sociaux. Vous aurez toujours des informations. Là, on a eu quelques infos sur les mouvements planétaires de la semaine. Une semaine énergétiquement intéressante cette semaine-ci d'ailleurs. Oui, Mars en Cancer. Attends qu'il arrive en Lion bientôt. C'est quand qu'il arrive en Lion? Je me rappelle plus. Oh, je peux regarder les éphémérides. Je sais pas qui, mais dans quelques jours là encore. D'accord. Bon, alors pour en savoir plus, n'hésitez pas à suivre ces transmissions régulières en vidéo. C'est toujours sympa d'avoir la petite actu flash astro avec Jean-Yves. Merci beaucoup. Bon. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup à tous. Alors, Nelly rajoute, oui, l'astro de Jean-Yves Espier sur YouTube, la chaîne est top. Oui, il y a aussi une chaîne YouTube à suivre, évidemment, l'ensemble des réseaux sociaux. Vous le trouverez partout, Jean-Yves, il est partout. Tu sais que c'était le titre d'un journal terrible, il est partout. C'est vrai. Dans la Seconde Guerre mondiale. Je m'en souviens pas. On n'était pas bien, je pense. En tout cas, merci pour cet échange, merci de nous avoir suivis, et puis à très bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.